Donc je suis encore une fois très content d'être ici. Un grand merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir avec vous. Et vraiment j'en profite parce que les topos sont vraiment d'une excellente qualité. Donc je vais essayer de faire aussi bien que vous quand vous présentez un topo en allergologie. Donc on va parler du syndrome d'activation mastocytaire. Donc là, moi c'est un topo extrêmement simple que je vais vous faire. Quand on dit syndrome d'activation mastocytaire, il y a des classifications, il y a des maladies rares, il y a des choses très fréquentes et on est un petit peu perdu. En fait, l'allergologue ne peut pas être perdu sur le plan pratique puisque syndrome d'activation mastocytaire, il y a le mastocyte et s'il y a une cellule que nous connaissons parfaitement bien, c'est bien le mastocyte. Donc en pratique, on sait très bien, enfin il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie, mais on sait très bien ce que c'est que l'activation mastocytaire et donc forcément on sait très bien comment est-ce qu'on peut, sur le plan pratique, je parle, faire un diagnostic d'activation mastocytaire et du coup assurer une prise en charge la meilleure possible d'un patient qui développe une pathologie liée à l'activation mastocytaire. Donc, moi ce que je vous propose dans l'exposé, c'est donc de démarrer par le mastocyte, puisqu'on parle d'activation mastocytaire. Ensuite, de présenter le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire, comme en fait un spectre de maladies, et je ferai exprès de démarrer et de parler d'urticaire chronique spontané, qui est donc dû à une activation mastocytaire, et que vous connaissez parfaitement bien, qui est le syndrome d'activation mastocytaire le plus fréquent, on va dire. Et puis bien sûr, on parlera des désordres d'activation mastocytaire, on reviendra sur la définition du SAMA, et cette définition, elle englobe pratiquement toutes les pathologies qui sont dues à une activation mastocytaire. Et puis, on reviendra sur des travaux qui sont magnifiques initiés par l'équipe de Grenoble, l'équipe de Laurence Bouillet, sur justement ce spectre d'urticaire. L'urticaire chronique, elle peut être simple et ne toucher que la peau, mais très souvent, il y a des signes qu'on appelle extracutanés, et ce qui fait proposer au groupe de Grenoble de mettre l'urticaire chronique avec ces signes extracutanés, qui surviennent dans 50% des cas de patients qui ont une urticaire chronique spontanée, de mettre cette urticaire chronique avec signes extracutanés comme un syndrome d'activation mastocytaire. Et puis on le verra peut-être pas en conclusion, on verra très rapidement sur le plan pratique comment est-ce qu'on peut évoluer quand on est clinicien avec cette notion de syndrome d'activation mastocytaire. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de définitions, hein, on nous met des définitions. Nous par exemple, l'urticaire du visage, on appelle ça c'est une urticaire segmentaire, on appelle ça, sur le plan dermatologique. Et on nous a mis ce mot angioïdème qui fait peur, alors que quand vous dites à quelqu'un c'est une urticaire du visage, personne ne se fait de soucis. Quand vous commencez à dire œdème de Kuink, œdème de Kuink, entre parenthèses, M. Kuink a décrit l'œdème angioneurotique héréditaire, il n'a pas décrit l'œdème laryngé de l'anaphylaxie. Hein. Donc quand on dit angioœdème, on commence à faire peur. Donc c'est un peu pareil avec cette histoire de désordre d'activation mastocytaire et de SAMA. Donc je pense qu'il faut qu'on simplifie cette affaire. Alors, on remet le beau schéma sur le mastocyte. Donc, activation mastocytaire. L'activation mastocytaire, encore une fois, elle peut être due à tout un tas de récepteurs qui sont impliqués. Bien sûr, ici, le récepteur IgE avec l'IgE de surface, et c'est ça qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate allergique. Hypersensibilité immédiate, c'est activation mastocytaire. Donc, elle peut être allergique quand elle implique, nous, quand on dit allergie, c'est qu'elle implique IgE récepteur aux IgE, mais il y a beaucoup d'autres récepteurs de l'immunité adaptative qui peuvent être en jeu. Et puis, encore une fois, comme discuté hier, il y a énormément de récepteurs de l'immunité innée qui, quand ils lient leurs ligands, eh bien, vont aboutir à l'activation mastocytaire. Donc ça, c'est le premier point. Les conséquences, on parle d'hypersensibilité immédiate, bien sûr, puisque c'est la dégranulation, mais encore une fois, l'activation mastocytaire, ça n'est pas que de la dégranulation. À partir du moment où la cellule est suffisamment activée, et ça dépend de l'affinité de la liaison du ligand avec le récepteur activateur, il va y avoir un certain nombre de conséquences, donc dégranulation bien sûr,
mais il y a cette phase intermédiaire, leucotriène prostaglandine, et puis il y a cette phase tardive qu'on appelle la phase tardive de la réponse immédiate, qui va être symptomatique. Et on va le voir, les patients qui ont une urticaire chronique spontanée, dans 50% des cas, ils vont avoir des signes extracutanés qui sont liés à l'activation mastocytaire, mais qui ne dépendent pas de l'histamine uniquement, qui ne sont pas exclusivement traitables par antihistaminique. Il y a des signes neurologiques, il y a de la fatigue, il y a des signes articulaires. Donc, nous, on le connaît très bien, cette phase retardée de l'activation mastocytaire. Les dermatologues, c'est ce qu'on appelle l'urticaire retardée à la pression. Ce sont des patients qui vont mettre un sac à dos, qui vont poser le sac à dos quelques heures après, et 6 heures, 3, 6, 9 heures après avoir posé le sac à dos, ils vont avoir cette phase tardive de l'activation mastocytaire qui est liée à la production de cytokines. Et ce qui est intéressant dans cette pathologie, c'est qu'il n'y a pas de phase immédiate, il n'y a pas de dégranulation, c'est une activation mastocytaire qui se traduit par la production de cytokines qui vont générer des lésions qui sont absolument extrêmement visibles, extrêmement parlantes et qui sont liées aux cytokines, en particulier TNF-alpha, interleukine 1, entre autres. Donc ça, c'était pour remettre quand même le mastocyte au centre de la discussion. Donc, quand on dit que le syndrome d'activation mastocytaire est un spectre de maladies, je vous ai mis ici un petit schéma où vous avez des pathologies extrêmement fréquentes liées à l'activation mastocytaire, l'urticaire chronique spontanée, et puis vous allez voir qu'il y a des pathologies extrêmement rares. On parle des mastocytoses, on parle des désordres de l'activation mastocytaire clonaux, et au milieu, c'est pour ça que je parle de spectre, il y a on passe d'une pathologie fréquente à une pathologie rarissime avec tout un tas de patients qui vont avoir plus ou moins de symptômes qui sont liés à l'activation mastocytaire. Alors comment est-ce que je résume, moi, sur le plan clinique? On m'a demandé de le faire sur le plan clinique. Comment je résume l'activation mastocytaire et ce que j'appelle le syndrome de l'activation mastocytaire? On va rentrer dans les détails un peu plus loin. On parle donc d'hypersensibilité immédiate, allergique ou non allergique. Donc, elle peut être spontanée, elle peut être induite par un certain nombre de facteurs, hyménoptères, médicamenteux, alimentaires, effort, stress, immunothérapie allergénique ou tout autre facteur qui va pouvoir induire une activation mastocytaire. Et sur le plan très pratique, cette hypersensibilité immédiate, elle est bénigne, c'est ce qu'on appelle le grade 1 de l'anaphylaxie, je reviens à nos définitions cliniques, et auquel cas il n'y a aucun problème, il n'y a que des signes cutanés, témoins de l'activation mastocytaire, un traitement antihistaminique simple suffit. Soit elle est ce qu'on appelle modérée à sévère, c'est donc grade 2 de l'anaphylaxie. J'inclus ici, on en parlera, les urticaires avec signes extracutanés. Et à ce moment-là, en fonction du taux de tryptase, la tryptase, en fait, c'est le reflet de l'activation mastocytaire. À l'état basal, il y a un certain nombre de mastocytes qui sont activés, qui vous donnent un taux basal de tryptase qui est considéré comme normal en fonction des laboratoires, avec une valeur qui varie et qui témoigne de l'hétérogénéité des individus, avec des patients qui ont très peu d'activation mastocytaire basale et des patients qui en ont un petit peu plus. Ça, c'est les taux du laboratoire normaux. À partir du moment où il y a une tryptase critique au moment du problème clinique qui est augmenté, eh ben, c'est pratiquement la définition d'un syndrome d'activation mastocytaire. Puisque le syndrome d'activation mastocytaire, c'est des signes cliniques évocateurs d'activation mastocytaire, c'est une tryptase critique élevée par rapport à la tryptase de base, et c'est la réponse à un traitement qui cible les médiateurs libérés par le mastocyte. Donc, ce qu'on appelle l'anaphylaxie, c'est un syndrome d'activation mastocytaire. Et ensuite, eh bien, il y a deux cas de figure. La tryptase critique est augmentée, mais la tryptase basale est normale. Eh bien, c'est ce qu'on rencontre en permanence quand il y a des réactions d'hypersensibilité, qu'elles soient allergiques ou qu'elles soient non allergiques. Je reprends quelqu'un qui fait une urticaire médicamenteuse avec des signes digestifs, avec des signes respiratoires. C'est une hypersensibilité immédiate, non allergique, on va le vérifier. C'est bien un syndrome d'activation mastocytaire selon la définition internationale.
Donc ça, c'est tryptase basale normale. Si la tryptase basale est augmentée, c'est là où on rentre dans les syndromes d'activation mastocytaire idiopathique. Il n'y a pas de raison particulière pour que la tryptase basale soit augmentée. C'est bien que les mastocytes, soit il y a trop de mastocytes, c'est quantitatif, soit les mastocytes sont en permanence activés, c'est qualitatif, et c'est ça qui va définir ce qu'on appelle le SAMA. Et là, ces patients-là, il faut qu'ils soient adressés à des centres spécialisés pour arriver à définir la pathologie, puisque vous allez voir qu'il y a un certain nombre de pathologies qui rentrent dans ce SAMA, mais qui sont des maladies rares. Et SAMA idiopathique, il y a une nouvelle maladie dont je ne parlerai pas, mais qui est extrêmement importante. Quelqu'un qui a une tryptase basale élevée, il faut aller vérifier qu'il n'est pas atteint de ce qu'on appelle une alpha-tryptasémie héréditaire. C'est une duplication des gènes qui codent pour la tryptase. Alors la tryptase elle-même, ce n'est pas elle qui est responsable des problèmes, mais elle témoigne simplement, cette tryptase, cette duplication du gène de la tryptase témoigne d'une hyperactivation mastocytaire responsable d'un certain nombre de pathologies. Et vous savez que quand on parle de SAMA, le problème du SAMA, c'est que ce sont des patients qui vont faire des réactions d'hypersensibilité immédiate beaucoup plus sévères que les patients qui n'ont pas de SAMA. Donc, SAMA alpha-tryptagémie héréditaire, ce sont des patients à risque d'anaphylaxie sévère. Ça a été décrit au début avec les hyménoptères, mais c'est valable pour toute réaction d'hypersensibilité immédiate induite, et on ne parle pas de réaction, encore une fois, allergique uniquement, on parle de réaction d'hypersensibilité immédiate, c'est-à-dire d'activation mastocytaire. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? C'est bon? C'est parfait. Alors, pour ces patients, que ce soit des hypersensibilités allergiques, non allergiques, ou des SAMA ou alpha-tryptasémie, la prise en charge sera la même. Ici, on référence à des centres spécialisés, et ici, c'est le traitement antihistaminique, la trousse d'urgence, l'éducation thérapeutique, bien sûr l'adrénaline, s'il y a besoin, enfin, trousse d'urgence avec adrénaline. Alors, quand on parle de désordre d'activation mastocytaire, j'ai fait exprès de commencer par le mastocyte et des choses pratiques, parce que quand on rentre là-dedans, on a en effet tout un tas de maladies, et je n'ai pas pris les plus récentes classifications qui sont encore beaucoup plus compliquées, mais qui sont des affaires de spécialistes. Il y a donc les désordres d'activation mastocytaire dont on vient de parler. Ça, c'est le SAMA, Mast Cell Activation Syndrome, dans lequel on retrouve ce qu'on appelle l'anaphylaxie idiopathique, pour les patients qui font une activation mastocytaire idiopathique. Alors, il y a toujours un facteur déclenchant, hein. Ça peut être un stress, ça peut être de la fatigue, ça peut être une infection, mais en pratique, il n'y a pas d'allergène, il n'y a pas de facteur déclenchant qui soit vraiment particulièrement identifiable pour tous les patients. Chaque patient va avoir ses facteurs déclenchants. Et puis vous avez ici les maladies clonales mastocytaires, que ce soit des mutations dans des gènes d'activation, le c-KIT par exemple, ou pas. Alors quand on prend les désordres d'activation mastocytaire, il y a des choses qui sont extrêmement rares, les mastocytoses, les SAMA clonaux, et on rentre des choses qui sont extrêmement fréquentes. Les maladies atopiques sont bien des pathologies par activation mastocytaire. La définition insiste sur le fait que c'est allergique ou pas allergique, et l'activation mastocytaire, on en a parlé, elle peut donner des symptômes locaux ou des symptômes systémiques. Symptômes locaux, vous les connaissez, symptômes systémiques, vous les connaissez, et je remets ici la définition internationale du SAMA. Donc les trois critères doivent être remplis. C'est donc un grade 2, on va dire, c'est-à-dire des symptômes qui touchent au moins 2 organes et qui sont consistants avec une activation mastocytaire, une augmentation de la tryptase percritique pendant l'accident et une réponse à un traitement qui cible les médiateurs du mastocyte. Et encore une fois, toute réaction de grade 2, qu'elle soit allergique ou non allergique, rentre dans la définition du syndrome d'activation mastocytaire. Alors, je reviens à l'urticaire. Je fais exprès de revenir à l'urticaire parce qu'encore une fois, des SAMA clonaux, vous n'en verrez pas beaucoup, des urticaires chroniques avec des signes extracutanés qui rentrent dans le diagnostic du SAMA, c'est ça qu'on voit quotidiennement. Et là, donc,
donc je ne vais pas passer sur l'urticaire. C'est là où je veux discuter de ces deux travaux de l'équipe de Grenoble. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, il faut que vous le lisiez, c'est une lettre à l'éditeur, hein, c'est facile à lire. Ça commence avec, on parle d'implication clinique, l'urticaire chronique spontanée avec des signes extracutanés n'est pas considéré actuellement comme un syndrome d'activation mastocytaire. Cependant, les patients, quand on compare, et c'est le but de ce travail, les patients qui ont une urticaire chronique avec signes extracutanés et les patients qui ont des SAMA bien définis, eh ben on s'aperçoit que c'est le même profil clinique, c'est le même profil biologique. Et ce qui fait donc poser la question, il faut que ces patients-là soient considérés comme des syndromes d'activation mastocytaire. Alors, dans ce travail, il y a un tableau qui nous intéresse et qui sera plus lisible juste après. Dans ce travail, il compare des patients qui ont une mastocytose systémique, des patients qui ont un syndrome d'activation mastocytaire clonale et des patients qui ont un SAMA qu'on appelle idiopathique puisqu'il n'y a pas de mutations qui sont retrouvées, avec des patients qui ont une urticaire chronique et des signes extracutanés. Je vais me concentrer sur ça, on ne va pas parler des autres. Vous voyez que si je me concentre sur ces 48 patients qui ont une urticaire chronique, eh bien, vous vous apercevez qu'ils ont tous, donc c'est 50% de la cohorte, ils ont tous des signes extracutanés qui peuvent être des signes digestifs, qui peuvent être des signes cardiovasculaires, des signes respiratoires, des signes ORL, des signes ophtalmo, des signes neurologiques, des signes généraux, fatigue, douleur musculaire, douleur osseuse et même des signes urinaires. Donc c'est ça qu'on appelle les urticaires chroniques spontanées avec signes extracutanés. Ça, le travail que je vous ai montré, c'est un travail de 2020. Et là, au Congrès francophone d'allergologie de cette année, le même groupe donc, a mis en place une étude avec le groupe urticaire de la Société française de dermatologie, groupe urticaire de la Société française de dermatologie, oui, pour revenir sur une analyse précise, cette fois-ci. Il n'y a pas de comparaison avec les autres syndromes d'activation mastocytaire, c'est juste la question combien de patients avec urticaire chronique ont des signes extracutanés, et on arrive à 50%, et quels types de signes extracutanés sont les plus fréquents. Et vous voyez ici, donc, le tableau est classé, là, ce camembert vous montre, ici, dans 17% des cas, il y a des signes digestifs associés, 13% des signes respiratoires, des signes ORL, des symptômes neurologiques, des symptômes généraux, des signes urinaires et des symptômes cardiovasculaires. Donc, l'urticaire chronique spontanée, c'est ça les patients qui nous posent problème. Ils viennent parce qu'ils ont en effet un syndrome d'activation mastocytaire, et puis on va retrouver un ensemble de signes qui correspondent à une activation mastocytaire que l'on connaît, hypersensibilité immédiate, mais on est beaucoup plus embêté quand il y a des signes qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'une activation mastocytaire. Les douleurs osseuses, les problèmes neurologiques, la fatigue, ils sont liés à l'activation mastocytaire. Il y a des récepteurs pour l'histamine, entre parenthèses, sur toutes les cellules de l'organisme, et y compris au niveau du système nerveux central. Et puis il y a beaucoup, je vous l'ai dit, l'activation mastocytaire ne donne pas que de la dégranulation, il y a énormément de cytokines qui vont être produites, et le TNF-alpha en particulier et l'IL-1 vont être responsables de tout un tas de symptômes que nous, il faut qu'on intègre comme des symptômes qui sont liés à une activation mastocytaire. Donc je reviens à mon tableau. Le syndrome d'activation mastocytaire, s'il y a une spécialité qui connaît bien cette pathologie, c'est bien l'allergologue. Et je pense qu'il faut qu'on raisonne exactement comme on raisonne lorsqu'il y a un patient qui vient avec une anaphylaxie. C'est-à-dire à partir du moment où les choses sont bénignes, il n'y a pas de problème. À partir du moment où l'hypersensibilité immédiate est modérée à sévère, c'est la tryptase percritique et la tryptase basale qui va nous aider à classer les patients. Et à partir du moment où la tryptase basale est normale, il n'y a pas de souci particulier. La tryptase basale élevée fait que ces patients sont à risque de développer des réactions particulièrement sévères,
allergiques ou non allergiques, et c'est ces patients-là dont il faut s'occuper un petit peu plus particulièrement avec éducation thérapeutique, avec trousse d'urgence et avec traitement antihistaminique qui sera un traitement au long cours. Choukran, merci pour votre attention. Donc c'est la 3e fois que je vous montre l'équipe. Hein. Donc au nom de toute l'équipe, un grand merci pour votre invitation.